La réouverture du musée d'ethnographie de l'Université Bordeaux-Ségalène en novembre 2010 témoigne de la reconnaissance de la dimension patrimoniale et historique des collections universitaires. L'histoire du musée est étroitement liée à celle de la faculté de médecine, inaugurée à Bordeaux en 1878. Peu après cette date, un véritable fonds de collections ethnographiques est constitué sous l'instruction de Paul-Louis Lemaire, premier conservateur du musée, appelé alors le Musée des pathologies exotiques et d'études coloniales. À cette époque, l'objet et la matière physique sont largement mobilisés dans l'enseignement. Les collections, communément appelées musées, étaient considérées comme de véritables banques de données matérielles, indispensables à la construction du savoir médical. Pendant près de 20 ans, les collections ethnographiques, dont la majorité est représentée par les objets asiatiques, s'étoffent grâce au réseau des correspondants du musée à l'étranger. Il n'en reste pas moins que l'essentiel d'un fonds de plus de 5000 objets est issu des pourparlers avec le Musée national d'ethnographie du Trocadéro. C'est ainsi que vers 1900, 4 wagons de collection sont transférés de la capitale et investissent les locaux du musée d'ethnographie de Bordeaux. Sur l'inventaire du transfert figure la collection des douanes chinoises, envoyée par l'administration coloniale en Chine à l'occasion de l'exposition universelle de 1878. Les outils agricoles, les costumes et des accessoires, les panneaux utilisés comme échantillonniers des productions et marchandises chinoises ou à l'exportation, et les jonques. Les 17 maquettes qui illustrèrent alors les techniques navales de la Chine et 23 autres, issues des donations particulières, constituent aujourd'hui la collection de maquettes de bateaux du musée. Pendant près de 130 ans, les jonques et les autres objets extra-européens ont connu le temps des expositions dans les galeries du musée, mais aussi le temps sombre des combles et des caves. Le récent déménagement du musée et le vaste chantier des collections ont ainsi mis en lumière d'importantes altérations sur certains objets et un réel risque de perte des précieuses informations inscrites sur leur matière. Est-ce là la conséquence de la mise à l'eau expérimentale des jonques sur le bassin d'Arcachon ? Cela fait partie d'une légende. Il ne reste pas moins que le projet de sauvegarde est rapidement lancé et les travaux de restauration débutent en mars 2009. Pourquoi restaurer des collections universitaires ? Ce sont des collections nationales et l'université, en tant qu'institution dépositrice, a le devoir de prendre en charge la valorisation et la conservation de ces collections qui ont un intérêt scientifique important. Ce sont les derniers témoins, bien souvent, de populations qui ont subi des mutations importantes depuis le XIXe siècle, le temps de la collecte. Elles ont aussi un intérêt documentaire réel en ce qu'elles permettent de documenter l'histoire de notre université, l'histoire des pratiques pédagogiques, l'histoire des institutions coloniales sur la région bordelaise notamment, l'histoire aussi évidemment des collectes scientifiques du mi-19e siècle jusqu'au tout début du XXe siècle. La collection de maquettes est très variée, aussi bien concernant les dimensions des maquettes, les matériaux qui ont été utilisés, les techniques pour les réaliser et leurs origines géographiques. Aujourd'hui, la restauration se soucie avant tout de conservation. Elle se distingue de la réparation car on ne rétablit pas forcément l'usage d'un objet. Par exemple, un instrument de musique pourrait être restauré sans que l'on puisse en jouer par la suite. Elle se distingue aussi de la rénovation car on ne refait pas l'objet à neuf. La première étape d'une restauration est l'étude. On examine d'abord les matériaux et les techniques utilisées, les altérations et les traces d'usage de l'objet. La documentation complémentaire est aussi très utile pour comprendre le vécu des œuvres. Restaurer, c'est rendre sa lisibilité à l'œuvre. Par exemple, en réintégrant des taquets et des gréements manquants, on peut remettre en place les voiles et ainsi faire comprendre les techniques de navigation sur les jonques. Les interventions se font selon 3 principes. Le premier est celui de la conservation de la matière originale, le second celui de la stabilité. On cherche avant tout à stopper et à prévenir les processus de dégradation. Par exemple, dans les maquettes de bateaux, les clous qui se corrodent font craquer le bois. Il faut donc stopper la corrosion sans les retirer.
Le dernier principe est celui de la réversibilité. Les interventions doivent être dans la mesure du possible réversibles pour faciliter de futures restaurations. Le nettoyage poursuit lui un double but. En supprimant la poussière, on supprime une source de dégradation importante. La poussière retient l'humidité, attire les micro-organismes et attire les insectes. Et par ailleurs, en nettoyant, on peut retrouver les décors, les polychromies originales et une iconographie qui apporte du sens aux œuvres. Cette diversité impose de s'associer à des compétences particulières. Par exemple, une restauratrice textile est intervenue pour restaurer la voile d'une des jonques. Des restaurateurs d'art graphique et de métal ont aussi été consultés. Aujourd'hui, les efforts conjugués des conservateurs, des régisseurs et des restaurateurs du patrimoine sont parvenus à redonner la vie aux collections en leur assurant les conditions de conservation optimales. Quant au musée, il ouvre de nouveau ses collections à l'étude et à la recherche documentaire et poursuit ses missions de diffusion de la culture scientifique.